Salut toi, aujourd'hui on va parler de tout ce qui s'est mal passé pendant ma traversée de l'Atlantique. Il y a un paquet de choses dont on va devoir parler aujourd'hui. C'est un voyage que j'ai absolument adoré. J'ai adoré le voyage, j'ai adoré l'expérience, j'ai adoré les gens avec qui je suis partie. Et si c'était à refaire, je partirais direct. Si on me disait demain tu nous rejoins, on fait l'Atlantique, le Pacifique, l'océan Indien, voire même l'océan Arctique, j'irais avec eux sans hésiter une seule seconde. Mais il faut quand même qu'on parle de toutes nos galères. Parce que partager le beau et le bien sur les réseaux sociaux, c'est bien. Mais partager le vrai, c'est encore mieux. Alors, pour remettre tout dans le contexte, en début d'année 2019, je suis tombée sur un post sur Facebook de 3 personnes qui cherchaient une 4e personne pour les accompagner dans une folle traversée de l'Atlantique. Sachant que j'avais jamais mis les pieds sur un bateau, je me suis dit que ce serait l'occasion parfaite de se faire une première expérience. Je leur ai écrit, on s'est plutôt bien entendu par message et je les ai rejoints quelques semaines après. Alors les premières semaines, on a fait une petite nave entre deux des îles des Canaries et on était surtout en train de préparer le bateau au grand départ. Donc il y avait énormément de courses à faire, mais aussi quelques petites bricoles de dernière minute. On voulait changer certains bouts, on voulait refaire certains joints en silicone juste pour être sûr que tout soit bien étanche, n'est-ce pas ? Et étonnamment, plus on avançait dans notre to-do list, plus ça soulevait d'autres points qu'il fallait réparer ou changer ou racheter des trucs. Enfin bon, les semaines précédant une grosse traversée comme ça, c'est quelque chose d'assez stressant. Moi je venais d'arriver sur le bateau, eux ça faisait des mois qu'ils préparaient tout ça, donc ils étaient un peu à bout et ils avaient juste envie de partir, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc on était vraiment à fond pour faire nos réparations. Et puis un jour, on a cru qu'on allait partir genre 2 jours après et on s'est dit qu'on allait faire tourner les moteurs genre pendant 1 heure. Donc on avait un moteur dans chaque coque de chaque côté. Et oui, même si un catamaran c'est quelque chose qui peut avancer avec les voiles, il y a quand même des moteurs et quand on a des moteurs sur un catamaran, c'est plutôt malin de vérifier qu'ils soient en bon état parce que à la voile, certes tu peux faire certaines choses, mais le moteur c'est bien pour pas mourir en mer quand même. Donc on était en train de tester les moteurs et tout va bien, les moteurs fonctionnaient très bien jusqu'à ce qu'on les éteigne. Et au moment où on a éteint les 2 moteurs, celui qui était derrière, donc dans la cale moteur derrière ma cabine, a commencé à fumer incroyablement et genre à chauffer et à chauffer et à chauffer, et bien qu'il était éteint, il arrêtait pas de fumer. Bref, on s'est rendu compte plus tard, entre autres grâce à Rob, entre autres grâce à un mécanicien du port de Las Palmas, Tenerife, je sais plus où on était à ce moment-là, que c'était en fait notre clé, enfin le circuit imprimé derrière la clé qui avait un souci, etc. et qu'il aurait fallu changer les tableaux de bord et on n'avait pas le temps de changer les tableaux de bord et on a plus ou moins nettoyé le truc comme ça et on est parti traverser l'Atlantique. Les 2 premiers jours se sont super bien passés, la mer était calme, les paysages étaient beaux, on n'avait pas encore vu de dauphin mais on était bien. Et pendant le 2e jour ou pendant la 2e nuit peut-être, on n'a pas vraiment réussi à tenir notre cap et on s'est rendu compte ensuite qu'en fait peu importe le cap qu'on indiquait, le bateau était incapable de le tenir. Ça veut dire qu'en gros on a commencé à dériver et on a commencé à dériver pendant un moment, genre 2 jours, 3 jours. Honnêtement, je me souviens plus des termes techniques puisque ce sont des mots que je n'ai plus jamais réemployés en français. En tout cas, le truc qui fait comme ça derrière le bateau et qui te permet de prendre un cap, et ben la partie qui... le boulon qui retenait ça en fait nous a lâché. On l'a remplacé, il a relâché. On l'a remplacé, il a relâché. Heureusement qu'on avait plein de boulons de rechange et on s'est rendu compte qu'en fait notre problème venait du circuit hydraulique. Donc, au bout de 2 ou 3 jours en mer, on a décidé de changer tout le circuit hydraulique du bateau. Donc surtout commencer par changer la pompe. Heureusement que je suis partie avec des gens qui étaient très organisés et qui avaient toutes les pièces en rab sur le bateau. Donc on avait la pompe, on l'a remplacée tant bien que mal parce que comme dit on était complètement à la dérive, ce qui veut dire que tu ne contrôles pas la manière dont tu te tapes les vagues, ce qui veut dire que tu tangues comme ça dans tous les sens, en avant, en arrière et sur le côté pendant que tu essayes de changer une pompe hydraulique pleine d'huile. On en a mis partout, c'était très dégueulasse, mais on a réussi à changer la pompe hydraulique, on a réussi à refaire les niveaux d'huile et on a jeté un œil sur tout ça et on a plus ou moins rebricolé le truc sans avoir les pièces officielles de manière à pouvoir prendre cap sur le Cap Vert.
et le proprio du bateau était en contact avec des amis français qui en gros nous on leur envoyait par email satellite des plans, des pièces qu'on avait cassées pour que eux puissent les faire usiner en France et que quelqu'un nous les ramène au Cap Vert quand on arrivait au Cap Vert. Donc ensuite on a pris cap sur le Cap Vert. Et une fois arrivé au Cap Vert, on avait 2 jours pour changer toutes les pièces, donc c'est ce qu'on a fait. C'était des changements qui étaient très rapides à faire. J'étais trop contente parce que j'ai jamais fait autant de mécanique, donc ça c'était super cool. On a changé toutes les pièces et on est sereinement reparti vers la Martinique. Bon, je viens de dire sereinement, c'est peut-être pas le mot idéal. Semi-sereinement parce qu'on a continué à avoir des petits problèmes par-ci par-là, notamment un moment où notre radar n'affichait plus rien et on essayait tant bien que mal de se convaincre que si notre radar n'affichait aucun autre bateau, c'est simplement parce qu'il n'y avait pas d'autres bateaux autour de nous. Donc il faut savoir que pendant la nave, pendant la traversée, pendant super longtemps, genre il y avait des jours et des jours et des jours d'affilée où on croisait personne et où tu es en plein milieu de l'océan et tu peux regarder à 360 degrés autour de toi. Tout ce que tu vois c'est l'horizon plat, la flotte, les vagues. Il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a que des poissons volants, de temps en temps un petit dauphin et ça s'arrête là. Donc on était en train d'essayer de se convaincre que bon bah en fait le radar il doit marcher, c'est juste que vraiment il n'y a personne du tout jusqu'à ce qu'on reçoive un appel radio d'un mec qui était genre juste à côté de nous mais qu'on ne voyait pas sur le radar parce que notre radar ne fonctionnait plus. Donc on a réparé notre radar, voilà, tant bien que mal. Ensuite on a eu quelques légers soucis encore avec notre système hydraulique qui consommait un peu d'huile. Éventuellement on a fait tomber le bouchon du réservoir d'huile dans les méandres de la cale moteur et plus ou moins derrière ma salle de bain. Donc on a un peu dû démonter ma salle de bain pour pouvoir récupérer le bouchon. Mais ça c'est pas des gros problèmes, ok, ça c'est un peu... Ça c'était marrant, on était quand même relativement bien à ce moment-là. Et puis un matin, je me suis levée et moi je faisais les quarts du matin avec Alpha et Manu et Victoria faisaient eux les quarts de nuit. Et donc je me lève et Alpha me demande si j'ai bien dormi et là je lui dis ah bah ouais j'ai bien dormi, par contre j'ai une douleur horrible dans la hanche. Mais vraiment, franchement j'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Et là je me dis bah si, en fait j'ai déjà eu aussi mal dans ma vie. Et la seule fois dans ma vie où j'ai eu aussi mal dans la hanche, c'était en rentrant d'Australie. Je me souviens très bien, c'est le jour où j'ai été faire du lancer de hache à Strasbourg, ou à Metz, enfin bref. J'ai été faire du lancer de hache et le soir quand je suis rentrée j'étais assise à l'ordinateur et je me suis demandé si c'était possible que je me sois cassé la hanche en allant lancer des haches tellement j'avais mal à la jambe. Et je me suis dit que j'avais dû faire un faux mouvement jusqu'à ce que 2 jours plus tard je finisse à l'hôpital, donc aux urgences. Ma maman a dû m'emmener aux urgences avec une méga infection de la jambe et c'était pas super chouette. Et j'ai fini avec 3 semaines d'antibio et 1 semaine complète où je ne pouvais plus marcher et où j'étais juste allongée dans mon lit parce que même m'asseoir, en fait dès que mes jambes n'étaient plus complètement à l'horizontale, j'avais des douleurs absolument horribles et c'est de loin la pire douleur que j'ai jamais eue de ma vie. Donc j'étais sur le bateau avec cette même douleur dans la hanche dont je savais que c'était un des symptômes pour ma super infection de la jambe qui était très probablement en train de revenir. Donc j'ai un tout petit peu flippé, j'ai réveillé le proprio du bateau qui était celui qui était le plus calé en médecine. On a appelé le CHU de Toulon, j'ai dû leur expliquer mon petit problème. C'est super compliqué pour eux de faire vraiment un diagnostic alors qu'ils te voient pas et que tu peux juste raconter tes symptômes par téléphone. Et heureusement, encore une fois, je pars avec des gens super organisés et ils avaient tout ce qu'il fallait en médicaments à bord. Et j'ai tout de suite commencé à prendre mon traitement et du coup, je peux pas marcher pendant 1 semaine. J'avais des douleurs dans la jambe mais c'était tout à fait supportable. Je suis même allée dehors réparer des trucs et tout. Et c'est juste que je faisais l'effort de me rasseoir à chaque fois et de remonter mes jambes à chaque fois pour être sûre de pas trop forcer sur ma jambe et ça s'est très bien passé. Le médecin était pas super sympa et il s'est bien foutu de ma gueule au téléphone mais ça allait. Alors imagine-toi moi en équilibre sur le toit du bateau avec le téléphone satellite en train d'essayer d'appeler et de raconter mes petits problèmes. C'était intéressant, c'est le mot.
Moi c'était le seul souci médical que j'ai eu, les autres je pense qu'ils n'ont pas vraiment eu de soucis médicaux. Quelques-uns ont un peu plus souffert du mal de mer les premiers jours quand on était complètement à la dérive. Mais à part ça, globalement, d'un point de vue médical, on s'en est plutôt bien sorti. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu des belles pannes moteurs, on en a eu plusieurs. Certaines qu'on a réussi à réparer rapidement, certaines où on a eu besoin de plusieurs jours pour comprendre quel était le problème, mais qu'on a réussi à réparer, et puis certaines qu'on n'a pas réussi à réparer. Et c'est comme ça qu'on a fini la Transat avec plus qu'un moteur sur deux qui fonctionne, ce qui est pas génial quand tu essayes de remonter face au vent. En termes de voile, on n'a pas été épargné non plus. Notre grande voile s'est décousue et quand elle commence à se découdre, t'as pas super envie de l'utiliser parce que plus elle se découd, plus il y a un risque qu'elle s'arrache et t'as pas super envie d'arracher ta grande voile. Sur nos petites voiles d'avant, il y en a une qui s'est arrachée et pas décousue. On ne sait pas d'ailleurs vraiment comment ni pourquoi. On a réussi plus ou moins à la rafistoler. On l'a rafistolée suffisamment pour pouvoir l'utiliser, on va dire ça comme ça. Et notre troisième voile d'avant, on a cassé l'enrouleur et ça c'est vachement bien parce que du coup on ne pouvait plus l'enrouler et c'est super dangereux de ne pas pouvoir enrouler sa voile quand le vent commence à augmenter puisque tu es censé en gros adapter tes voiles à la puissance du vent. Et que nous on était incapables de réenrouler notre voile jusqu'à ce que Victoria fasse une nuit blanche pour coudre une espèce d'immense chaussette fait à partir de draps de lit recyclés pour qu'on puisse en fait en gros enfiler la chaussette à l'envers sur la voile pour qu'elle puisse se rabattre, qu'on puisse la descendre et qu'on puisse essayer de réparer l'enrouleur. C'était sportif hein. Moi je vous le dis, c'était sportif cette transat. Ah, évidemment, avec tout notre délai de départ, j'ai aussi dû, moi, changer mon vol pour l'Australie. Donc c'était niveau timing, on était aussi un peu catastrophique, mais ça c'était de ma faute parce que j'avais prévu autre chose après alors que eux ils avaient rien prévu, logique, parce que eux ils restaient sur le bateau et moi j'avais peut-être pas prévu assez de temps entre la transat et mon road trip en Australie. Mais tout est bien qui finit bien, j'ai réussi à aller en Australie quand même. Bon en soi il n'y avait rien de dramatique, on s'en est sorti, mais mis bout à bout c'est quand même pas mal de petites galères. Et ces petites galères mises bout à bout ont fait que à la fin on est arrivé en Martinique, enfin on est arrivé au large de la Martinique, on voyait la Martinique, on s'est dit qu'on était arrivé, on était trop fiers de nous d'avoir réussi et on était incapable de rentrer dans le port. Genre on était incapable de s'approcher de la Martinique parce que le vent venait en sens inverse, qu'on avait plus de voile et qu'on avait plus qu'un seul moteur et c'était pas suffisant. Et on a dû se faire remorquer sur les derniers quelques kilomètres, je crois qu'on s'est fait remorquer sur 2 heures, un truc comme ça, par un bateau qui s'appelait Friendship, voilà, qui sont venus nous sauver en pleine nuit parce qu'on avait trop peur de rater le port puisqu'on pouvait pas vraiment manœuvrer. Et évidemment je dois parler de l'ambiance sur le bateau. Moi je le dis, j'ai trouvé ça très cool, mais moi je sais aussi que je suis quelqu'un de très solitaire et on avait beau être 4 sur le bateau, j'ai passé le plus clair de mes journées dehors, soit sur les trampolines, soit à l'arrière du bateau en train de lire. Et personnellement c'est quelque chose qui me dérange pas et évidemment quand je pars loin de ma famille etc, évidemment je pense à eux, je suis pas en train de dire non mais moi personne me manque, t'inquiète, je suis trop une rebelle, c'est pas ça le truc, mais je sais que globalement je m'en sors mieux que certaines autres personnes et pour moi j'ai pas eu de soucis du tout d'un point de vue voilà, manque, famille qui te manque, mal de la maison etc, mais je crois savoir que ça n'a pas été le cas de toutes les personnes qui étaient avec moi sur le bateau. Donc c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Parfois on voit des gens faire un certain type de voyage et on pense qu'on ressentira exactement la même chose qu'eux quand nous on fera aussi ce voyage, mais parfois c'est pas comme ça. Je connais des gens qui sont partis 1 an en Australie et qui se sont ennuyés et qui se sont sentis super seuls alors que pour moi ça n'a pas été le cas. C'est quelque chose de très personnel, la manière dont tu réagis dans certaines situations. Et je pense qu'avant de se lancer dans un voyage de ce type là, il faut bien se connaître soi-même et il faut bien être en accord avec toi-même. Surtout un truc genre un road trip, genre une traversée quelconque, hein, quelle qu'elle soit. Tous les voyages qui te forceront à passer beaucoup de temps avec toi-même sont des voyages auxquels il vaut mieux se préparer en étant bien avec soi-même. Parce que si tu t'entends pas avec toi, bon courage pour te supporter en vacances. Enfin bon,
J'avais envie de parler de ça parce que bon, malgré tout ça, ça reste un de mes plus beaux voyages et comme dit, je le referai demain si j'en avais l'occasion parce que j'ai adoré, j'ai trouvé ça fantastique et j'espère vraiment, véritablement pouvoir un jour repartir sur un bateau à voile et apprendre beaucoup plus à manier les voiles et à devenir un vrai petit marin parce que sur le bateau de croisière ça ne compte pas vraiment. Mais j'avais envie de partager ça avec toi parce que voilà, j'en ris maintenant. J'en ai moins ri quand j'ai dû appeler le CHU de Toulon, là j'avoue que j'ai eu un petit coup de flip. Mais voilà, mes vacances ne sont pas parfaites, les vacances de personne ne sont parfaites en fait, et la vie que vous voyez sur les réseaux sociaux des gens, de manière générale, n'est pas parfaite. Personne n'a une vie parfaite, mais beaucoup de gens ne montrent que les côtés très positifs de leur vie, et en même temps... d'un côté, j'y vois aucun souci, on a forcément envie de se mettre en valeur, on a forcément envie de se focaliser sur les moments bons plutôt que sur les moments mauvais. Et donc je dirais jamais à quelqu'un partage quand tu pleures ou partage quand ton mec t'a fait une sale remarque, j'en sais rien. Mais voilà, ça fait un moment que j'avais envie de faire cette vidéo et si mes galères en voyage vous intéressent, je pourrais te raconter la fois où j'ai dû payer 300 € à l'hôpital australien. Yes, on se fait ça comme partie 2. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye.